Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Et si le chaos du monde, ses insultes, ses revers, son imprévisibilité implacable n'avaient aucun pouvoir sur vous? Imaginez une vie où aucune personne, aucune situation, aucune force extérieure ne peut perturber votre paix. Le monde vous lance ses tempêtes. Une remarque cinglante, un plan qui s'effondre, un regard qui pique. Pourtant, vous êtes là, calme, inébranlable, comme si la tempête vous traversait sans laisser de traces. Quels secrets détiennent ceux qui maîtrisent ce calme? Nous plongeons dans les ombres de l'esprit, un royaume où l'alchimie émotionnelle transforme la douleur brute de la réaction en l'or de la liberté intérieure. Inspiré par la sagesse de Carl Jung et le chemin stoïcien vers la sérénité, nous découvrirons comment affronter vos déclencheurs cachés peut vous libérer. Préparez-vous à regarder à l'intérieur, là où la vraie tempête se prépare et où la vraie paix commence. Nous l'avons tous ressenti. Le soudain accès de colère lorsque quelqu'un nous coupe la route dans la circulation. La piqûre de la douleur lorsqu'un commentaire passif-agressif d'un collègue fait mouche. Le doute de soi rampant face au regard étrange d'un inconnu. Ces moments semblent venir de l'extérieur, comme si le monde lui-même agissait sur nous. Mais si ces réactions n'avaient rien à voir avec le monde, et si elles étaient des miroirs reflétant ce qui est enfoui en nous? La plupart des gens vivent dans un état de réaction constant. Leurs émotions sont détournées par chaque offense, chaque échec, chaque tournant inattendu. Un mot dur déclenche la fureur. Une occasion manquée engendre le désespoir. Nous devenons prisonniers de nos propres réponses, croyant que l'extérieur détient la clé de notre paix. Mais si la clé ne résidait pas dans le contrôle du monde, mais dans la compréhension de nous-mêmes. Carl Jung, le visionnaire qui a sondé les profondeurs de la psyché humaine, a compris cette vérité. Il a dit un jour: « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une compréhension de nous-mêmes. Quand quelqu'un vous traite d'idiot et que la colère monte, ce ne sont pas ces mots qui brûlent, c'est la peur en vous qu'il ait raison. Quand vous vous sentez blessé d'être ignoré, ce n'est pas leur mépris qui fait mal, c'est votre propre besoin inexprimé de validation. » Deux personnes peuvent faire face au même événement. Une trahison, une perte, un échec, et en sortir avec des réponses totalement différentes. L'une sombre dans le désespoir, croyant que le monde s'est retourné contre elle. L'autre y voit une leçon, une porte vers la croissance. La différence ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans ce qui se passe à l'intérieur. Chaque frustration, chaque flambée d'émotions est un message de l'intérieur, un signal indiquant ce que nous devons encore maîtriser. Ce processus de retournement vers l'intérieur, de mise en lumière de l'inconscient, est ce que Jung a appelé le travail de l'ombre. Le soi de l'ombre, comme il l'a décrit, était la partie cachée de notre psyché. Les peurs, les insécurités et les blessures non résolues que nous enfouissons profondément. Quand quelqu'un nous déclenche, il ne crée pas la douleur. Il la révèle. Il touche une blessure que nous avons longtemps ignorée. La plupart des gens fuient ces signaux. Ils répriment leur colère, ignorent leur douleur ou blâment le monde pour leur tourmente. Mais ceux qui osent regarder de plus près
observer plutôt que réagir, découvrent une vérité profonde. Le monde extérieur est un miroir de notre état intérieur. Rien ne peut nous affecter à moins qu'il ne trouve quelque chose à l'intérieur à quoi s'accrocher. L'insulte ne touche que si nous craignons sa vérité. Le rejet ne pique que si nous cherchons l'approbation. Le travail de l'ombre est une alchimie émotionnelle, un acte transformateur consistant à faire face à ce que nous avons caché et à le transformer en sagesse. Cela commence par un simple changement. Au lieu de demander « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?», nous demandons « Qu'est-ce qui en moi réagit en ce moment ?» Imaginez un moment de frustration. Quelqu'un vous manque de respect et la colère monte. Sentez la chaleur de cette émotion, mais ne la laissez pas vous consumer. Observez-la comme un scientifique étudiant un spécimen rare. D'où vient cette colère ? Fait-elle écho à une peur plus profonde, à un besoin d'être considéré comme digne ? Comme Jung l'a enseigné, nos déclencheurs ne sont pas le problème. Ils sont le chemin. Ils nous mènent aux parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore guéries, aux ombres que nous n'avons pas encore embrassées. Que pourriez-vous découvrir si vous cessiez de fuir vos réactions et commenciez à les écouter ? La plupart d'entre nous passons notre vie à essayer de contrôler ce qui n'a jamais été sous notre commandement. Nous aspirons à l'approbation. Alors nous courons après le respect des autres. Nous craignons l'incertitude. Alors nous exigeons que la vie suive notre scénario. Nous aspirons à l'équité. Alors nous prenons chaque offense personnellement, comme si l'univers lui-même conspirait contre nous. Quand les choses ne vont pas comme nous le voulons, nous souffrons. Colère face au manque de respect, trahison face à l'échec, désespoir face au chaos. Nous croyons qu'en contrôlant l'extérieur, les gens, les résultats, les circonstances, nous pouvons assurer notre paix. Mais c'est la grande illusion. Comme Jung l'a compris, le monde extérieur est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais, ni gentil ni cruel. Il est tout simplement. Ce qui façonne notre expérience, c'est la lentille à travers laquelle nous la voyons, notre perception. Marc Aurèle a dit un jour « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Tant que nous restons inconscients des histoires que nous nous racontons sur le succès, l'amour et notre valeur, nous réagissons aveuglément, croyant que la vie nous arrive. Mais si une grande partie de celle-ci se produisait à travers nous, plus nous essayons de contrôler l'extérieur, plus nous lui donnons de pouvoir sur notre état intérieur. Lorsque nous avons besoin que quelqu'un nous respecte, il tient les rênes. Lorsque nous exigeons qu'une situation se déroule d'une certaine manière, elle nous possède. Lorsque nous exigeons que la vie soit juste, nous nous préparons à une déception sans fin. La neuroscience le confirme. Des études montrent que forcer le contrôle sur les gens, les résultats ou les pensées crée une résistance, amplifiant le stress et la réactivité émotionnelle. La poursuite désespérée de l'amour le repousse. La peur de l'échec engendre l'auto-sabotage. S'accrocher au contrôle nous rend impuissants. La vraie liberté ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de la façon dont nous le voyons. Imaginez que vous marchez dans la rue, vous occupant de vos affaires, quand quelqu'un vous lance une insulte. Il vous traite de faible, de raté.
À ce moment-là, que se passe-t-il en vous? Pour la plupart, la réaction est instantanée. Le cœur s'emballe, la colère éclate, l'esprit répète les mots comme un disque rayé. Mais s'il y avait une autre façon, et si, au lieu d'un pic d'émotion, vous ne ressentiez rien, aucune tension, aucune perturbation, juste une conscience tranquille qui dit « Cela n'a rien à voir avec moi ». C'est l'essence de ce que les stoïciens ont enseigné, de ce que les maîtres zen ont vécu, de ce que Jung a profondément compris. Rien d'extérieur ne peut perturber votre paix, à moins que vous ne le permettiez. Une liberté face aux passions qui nous lient. Un calme sous la tempête. Il croyait que quand nous détachons des réactions irrationnelles, nous nous alignons sur la raison, le logos cosmique qui gouverne tout. Mais ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la souveraineté. Vous n'évitez pas les émotions, vous les comprenez si profondément qu'elles perdent leur emprise. Imaginez une tempête. Le tonnerre gronde, les vents hurlent, les éclairs déchirent le ciel. Pourtant, au-dessus de tout cela, le ciel reste intact, serein. Vous n'êtes pas la tempête, vous êtes le ciel. Le travail de l'ombre de Jung va plus loin, révélant que nos réactions proviennent d'un faux soi, d'une identité fragile construite sur la validation, les opinions et les attachements. Quand quelqu'un défie cette identité, cela ressemble à une attaque. Mais si vous abandonniez cette histoire, et si vous deveniez l'observateur regardant le jeu de la vie se dérouler sans être entraîné dans son chaos, voici le paradoxe. Lorsque vous cessez d'avoir besoin que les choses aillent comme vous le souhaitez, elles le font souvent. Lorsque vous ne craignez plus ce que les autres pensent, la confiance augmente naturellement. Lorsque vous cessez de poursuivre le succès par manque, les opportunités affluent sans effort. La psychologie cognitive le confirme. La pleine conscience et le recadrage réduisent la réactivité émotionnelle, recablant les voies neuronales au fil du temps. Les insultes perdent leur piquant. Les échecs ne vous définissent plus. L'incertitude cesse de terrifier. Vous devenez inébranlable, non pas parce que le monde change, mais parce que vous avez changé. Le plus grand pouvoir ne réside pas dans le contrôle de l'extérieur, mais dans l'abandon à l'intérieur. En observant vos déclencheurs, en faisant face à vos ombres, vous récupérez votre énergie. Vous cessez d'être un pion dans le jeu de la vie et devenez le joueur. Ou mieux encore, celui qui regarde d'en haut, voyant chaque schéma avant qu'il ne se déploie. Entrez dans ce moment. Sentez le poids de vos réactions, la colère qui éclate, la douleur qui persiste, la peur qui murmure. Quelle histoire vous racontez-vous? Est-ce que le monde qui vous perturbe ou les ombres à l'intérieur? Le travail de l'ombre n'est pas une destination, c'est un voyage, un démêlage silencieux de l'inconscient, une douce alchimie qui transforme la douleur en pouvoir. Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Et si ce privilège commençait par affronter ce que vous avez caché? Et si le chemin vers la liberté ne résidait pas dans le contrôle de la tempête, mais en devenant le calme en dessous? Osez observer, réfléchir, lâcher prise. Que pourriez-vous découvrir si vous cessiez de réagir et commenciez à vraiment voir? En explorant les ombres de votre esprit, vous commencez à apprendre à alchimiser vos émotions. Vous commencez à voir que vos réactions sont souvent liées à votre besoin de contrôle. Mais si vous pouviez libérer ce besoin, et si,
au lieu d'essayer de maîtriser chaque résultat, vous appreniez à vous abandonner au flux de la vie? Que se passerait-il si, un jour donné, vous lâchiez simplement prise? Pas de vos biens, pas de vos rêves, mais des chaînes invisibles qui vous lient au contrôle. Imaginez-vous au bord d'une décision, les poings serrés, l'esprit en ébullition, essayant de prédire la suite. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous relâchiez cette prise? Non par défaite, non par désespoir, mais par un besoin silencieux de vous abandonner à l'inconnu. La plupart des gens n'osent pas l'imaginer, mais l'abandon a un pouvoir étrange, presque envoûtant. C'est comme si prendre du recul par rapport au besoin de contrôler ouvrait une porte sur une réalité que l'on nous a appris à craindre. Car lorsque vous lâchez prise, vous ne libérez pas seulement vos plans. Vous réveillez quelque chose de plus profond, quelque chose qui murmure une vérité trop étrange pour être ignorée. Cet acte a un nom, le détachement, le choix mystérieux de s'abandonner au flux de la vie. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de faire confiance à ce que l'on ne peut pas voir. Lorsque vous vous accrochez au contrôle, vous êtes attaché à une illusion, une croyance que vous pouvez façonner, ce qui est hors de votre portée. Mais si cette illusion était ce qui vous empêchait de vivre vraiment, le détachement vous invite à entrer dans l'inconnu, à laisser l'univers se déployer de manière imprévisible. C'est une pensée effrayante. Et si tout ce que vous vous êtes battu pour conserver était ce qui vous freinait, le poids du contrôle est plus lourd que nous ne le réalisons. Chaque plan que vous avez fait, chaque résultat que vous avez craint, porte un fardeau qui vous éloigne du présent. C'est un voleur silencieux qui vous dérobe votre paix, votre joie, votre capacité à simplement être. Lorsque vous vous abandonnez, ce poids commence à s'alléger. Pas d'un coup, mais par murmure, dans des moments de clarté inattendue. Vous pourriez ressentir une lueur de peur, une pointe d'incertitude. Mais en dessous, il y a autre chose. Une liberté qui semble à la fois étrange et belle. L'abandon n'efface pas l'inconnu. Il révèle sa magie. Et si la chose même que vous avez évitée était là où se trouve votre vrai pouvoir? Les philosophes ont longtemps murmuré cette vérité. Lao Tzu, l'ancien sage taoïste, voyait le contrôle comme un piège, une résistance au flux naturel de la vie. Dans le Tao Te Ching, il a écrit « Quand je lâche ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. » Pour Lao Tzu, l'abandon n'était pas une faiblesse. C'était de la sagesse, une façon de s'aligner sur le Tao, le rythme mystérieux de l'univers. Il croyait que le contrôle crée une tension, une lutte contre ce qui est, tandis que le détachement nous libère pour nous laisser porter par ce qui pourrait être. Cette idée remet en question tout ce qu'on nous a appris. Que la force réside dans le fait de s'accrocher, pas de lâcher prise. Et si Lao Tzu avait raison? Et si l'abandon était la clé d'une vérité plus profonde? Le mystère de l'abandon est plus profond que nous ne le pensons. Lorsque vous lâchez prise, vous ne libérez pas seulement votre besoin de contrôler. Vous ouvrez une porte sur l'inconnu. Et l'inconnu est un endroit étrange, un royaume où la réalité ne suit pas les règles que nous avons établies. La physique quantique nous dit que l'univers est imprévisible. Les particules existent dans plusieurs états, leurs trajectoires sont incertaines jusqu'à ce qu'elles soient observées. Et si votre esprit fonctionnait de la même manière,
Et si chaque fois que vous essayez de contrôler, vous limitez ce qui est possible? L'abandon invite une sorte de magie, une chance de voir ce qui se déploie lorsque vous arrêtez d'écrire le scénario. Quelles forces étranges pourraient s'éveiller lorsque vous relâchez votre prise? Cet acte d'abandon a un effet d'entraînement, non seulement sur vous, mais sur le monde qui vous entoure. Lorsque vous lâchez prise, vous changez l'énergie de vos relations, de vos interactions, de votre présence même. Les autres peuvent sentir votre absence, non pas parce que vous êtes parti, mais parce que vous avez changé la danse. Ils comptaient sur votre contrôle, votre prévisibilité pour ancrer la leur. Lorsque vous vous abandonnez, vous les forcez à faire face à leurs propres illusions, à leurs propres besoins de contrôle. C'est une vérité envoûtante. Votre détachement ne vous libère pas seulement. Il révèle les chaînes que les autres ne voient pas. Que se passe-t-il lorsqu'ils ne peuvent plus s'appuyer sur votre contrôle? Nous tournons le miroir vers vous. Qu'est-ce que ça fait de s'accrocher si fort? Les plans que vous avez faits, les résultats que vous avez craints, quel poids ont-ils dans vos mains? L'abandon est un choix, mais c'est aussi un défi. Il vous demande de faire confiance à ce que vous ne pouvez pas voir, de lâcher ce à quoi vous vous êtes accroché, d'entrer dans l'inconnu sans carte. Peut-être avez-vous ressenti cette attraction pour le contrôle, ce besoin de savoir, de prédire, de gérer. Et si ce besoin était ce qui vous éloignait de la magie de ce qui pourrait être? Et si la vérité la plus étrange était que la liberté réside dans le lâcher-prise? Je vous invite à réfléchir. À quoi vous accrochez-vous que vous pourriez lâcher? Quelles illusions de contrôle vous tiennent à l'écart de l'inconnu? L'abandon ne vous change pas seulement. Il change la façon dont vous voyez le monde. Imaginez un matin calme, votre souffle régulier, votre café qui refroidit, le monde encore endormi. Vous vous accrochez à une inquiétude, une peur, un plan si fort que ça fait mal. Maintenant, imaginez ceci. Vous le lâchez, vous le laissez dériver comme une feuille sur un ruisseau. Qu'est-ce que ça fait? Les stoïciens, ces anciens chercheurs de sagesse, appelaient cela l'apatheia, une liberté face aux passions qui nous lient. Un calme sous la tempête. Épictète, un homme qui a connu la souffrance, a murmuré « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements à leur sujet. » Et s'il avait raison? Et si le poids que vous portez n'était pas la chose elle-même, mais l'histoire que vous vous êtes racontée, l'histoire qui dit que vous devez contrôler, que vous devez savoir, que vous devez gagner. Le détachement dans le cœur stoïcien n'est pas de la froideur, c'est de la clarté, un doux démêlage des fils qui vous lient à ce que vous ne pouvez pas retenir. C'est l'émerveillement de se tenir devant un univers trop vaste pour être saisi, et la critique d'un esprit qui ose penser qu'il le peut. Maintenant, respirez plus profondément. Sentez l'attraction du désir. C'est peut-être un désir d'approbation, une peur de l'échec, un besoin d'être vu. Les bouddhistes appelaient en cela tanha, la soif qui nous lie à la souffrance. Et ils offraient le nekama, un renoncement, un lâcher-prise. Imaginez le Bouddha assis sous l'arbre de la Bodhi, son souffle un rythme, son cœur un miroir. Il a vu que chaque attachement, chaque besoin de contrôler est un murmure de l'ego, une ombre que nous prenons pour de la lumière. Et si vous laissiez cette ombre s'estomper, et si vous entriez dans le courant non pas pour combattre son courant, mais pour flotter, porté par un flux que vous ne pouvez nommer,
Il y a un calme, ici, un silence qui bourdonne de possibilités. C'est l'espace où la peur s'adoucit, où le cœur apprend à faire confiance. Si cela résonne en vous, laissez un commentaire avec cette phrase. Je m'abandonne à la danse. Écrivez-le si vous ressentez l'envie de lâcher prise, de faire confiance au mystère. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Nous plongeons plus profondément dans les étranges vérités qui nous transforment. Mais ce n'est pas sans son côté tranchant, une critique du soi qui s'accroche, un avertissement de la souffrance qui vient lorsque nous refusons de lâcher prise. Alors, faites une pause. Sentez le poids que vous avez porté. Les plans, les peurs, les histoires. Que signifierait de les déposer? Non pas comme une perte, mais comme un cadeau. Se tenir devant l'inconnu, non pas avec une carte, mais avec les mains ouvertes. Que pourriez-vous devenir si vous osiez vous abandonner? Non pas au désespoir, mais au mystère qui respire sous tout cela. À mesure que vous apprenez à lâcher prise et à faire confiance à l'inconnu, quelque chose de remarquable commence à se produire. Votre esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités et vous commencez à puiser dans des couches plus profondes de la conscience. C'est comme si, en relâchant votre prise, vous permettiez à d'étranges forces de s'éveiller de l'intérieur. Nous l'avons tous ressenti. Peut-être que vous regardiez par la fenêtre, perdu dans vos pensées. Peut-être que vous dessiniez dans un carnet, les idées coulant sans contrôle. Peut-être que vous étiez éveillé la nuit, l'esprit dérivant au-delà des murs. Soudain, ça frappe. Un changement fugace. Une rupture avec les lignes droites que l'on nous apprend à suivre. Vous sentez quelque chose de vaste, quelque chose d'ailleurs, et vous réalisez que le monde que vous connaissez n'est peut-être qu'une ombre de ce qui existe vraiment. Personne d'autre ne semble le remarquer. Ils sont tous enfermés dans leur routine, leurs petites boîtes de pensée bien rangées, tandis que vous apercevez une scène sans bord, sans scénario, juste des rideaux sans fin qui se retirent dans l'infini. Cette sensation a un nom, la mentalité multidimensionnelle. La conscience soudaine que votre esprit n'est pas confiné à une seule voie, mais danse à travers des royaumes trop étranges, trop sauvages pour être définis. Pensez aux gens que vous avez croisés aujourd'hui. Leurs pas pressés, leurs écrans scintillants, leurs voix se fondant en un bruit de fond. L'esprit de chacun bourdonne, poursuivant des échéances, tandis que le vôtre commence à errer dans des endroits où il n'oserait jamais regarder. Et si chaque pensée, chaque étincelle d'imagination se connectait à quelque chose de plus grand? Et si ce théâtre de l'esprit n'avait pas de mur, pas de plafond, juste une toile tentaculaire de dimension invisible? Qu'est-ce que cette toile? Quelle est la réalité des frontières que nous traçons autour de nos pensées? L'illusion linéaire. La plupart d'entre nous supposent que nos esprits fonctionnent en ligne droite, du point A au point B, de cause à effet. La réalité empilée proprement comme des briques dans un mur. Cela semble sûr, évident, normal. Mais si c'était un tour, et si l'esprit n'était pas un train sur une voie, mais plutôt un récepteur accordant des fréquences qu'il organise sur une carte? Tout au long de l'histoire, les penseurs ont remis en question cette image bien rangée. Albert Einstein lui-même a plié notre compréhension, montrant l'espace-temps comme un tissu qui se tord et se plie sous le poids de la pensée.
Il ne s'est pas arrêté à la physique. Il a laissé entendre quelque chose de plus en disant « L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, alors que l'imagination embrasse le monde entier. » Et si l'imagination n'était pas seulement un outil, mais une porte d'entrée vers des dimensions que nous avons été entraînés à ignorer? L'esprit linéaire nous dit qu'il y a un chemin, une vérité, une réalité. Mais sortez de cette voie et des choses étranges commencent à se produire. Les idées entrent en collision, le temps glisse et les murs du possible s'effritent comme du sable. Si l'univers d'Einstein danse à travers les dimensions, pourquoi pas votre esprit? Et si la réalité n'était pas une ligne, mais une symphonie, et que vous n'entendiez que les premières notes? Au-delà du voile, allons plus loin. Imaginez-vous dans une pièce, seul, fixant un mur blanc. Vous fermez les yeux et soudain ce mur se dissout. Les formes tourbillonnent, les couleurs saignent et un paysage se déploie. Pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur. Ce n'est pas une rêverie, c'est autre chose, quelque chose de vivant. La mentalité multidimensionnelle dit que ce n'est pas aléatoire, c'est un aperçu d'un royaume au-delà du physique, où la pensée plie l'existence elle-même. Mais voici le hic. Si votre esprit peut sauter comme ça, qu'est-ce qui le retient? La société nous dit de rester dans le rang, de penser petit, de colorier à l'intérieur des lignes. Pourtant, au moment où vous vous libérez, les règles changent. Un problème que vous ne pouviez pas résoudre se démêle en un éclair. Une peur qui vous étreignait s'estompe dans la brume. C'est comme si plus vous étiriez votre esprit, plus le monde s'étirait avec vous. Et si ce n'était pas seulement dans votre tête? Et si chaque fois que vous imaginez, vous puisiez dans quelque chose de réel, un tissu qui nous traverse tous? L'espace-temps d'Einstein n'était pas statique. Il fléchissait. Il coulait. Peut-être que votre conscience fait de même, atteignant au-delà de ce que vous pouvez toucher ou voir. Imaginez chaque pensée que vous avez eue comme un fil s'étirant, se connectant à chaque autre esprit, à chaque autre moment. Pas seulement le vôtre, celui de tout le monde. La mentalité multidimensionnelle suggère que nous ne sommes pas des artistes solos sous de petits projecteurs, mais des joueurs dans un orchestre cosmique, chaque note se propageant sur une scène infinie. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une possibilité. La science le confirme à sa manière étrange. L'intrication quantique montre des particules liées sur de vastes distances, leurs états changeant en synchronisation, peu importe leur distance. Si les particules peuvent le faire, pourquoi pas les pensées? Et si votre imagination était intriquée avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui défie les règles auxquelles nous nous accrochons? John Wheeler, le physicien qui a nommé les trous noirs, a dit un jour « Nous vivons dans un univers participatif ». Il voulait dire que la réalité n'est pas figée. Elle répond à ce que nous lui demandons. Votre esprit, lorsqu'il se libère, pourrait non seulement voir le monde, mais aussi le façonner. Chaque saut de pensée, chaque idée folle pourrait être un point dans une tapisserie que nous tissons tous ensemble. Le grand bain de l'esprit. Mais c'est là que ça devient étrange. Si votre esprit est multidimensionnel, qu'est-ce qui observe quand vous ne le faites pas? Si l'imagination touche l'infini, qui est de l'autre côté? La pièce dans laquelle vous vous trouvez semble solide,
Mais fermez les yeux et elle a disparu. Les pensées que vous poursuivez semblent fugaces. Mais si elles étaient les échos de quelque chose d'éternel? Le panpsychisme, une théorie selon laquelle tout, jusqu'à la plus petite particule, détient une étincelle d'esprit, murmure une idée effrayante. Peut-être que l'univers pense aussi. Peut-être que, chaque fois que vous étirez votre esprit, il s'étire en retour, observant, attendant, tissant votre histoire dans la sienne. Et, si la mentalité multidimensionnelle n'était pas seulement la vôtre, mais partagée par tout ce qui est, cela soulève une question. Si vos pensées peuvent errer sans entrave, qu'est-ce qui les arrête? Est-ce que la peur, l'habitude ou autre chose? Une force que nous n'avons pas nommée. Plus vous explorez, plus ça devient étrange. Un souvenir vacille, et soudain il est plus net que le présent. Un rêve persiste, et vous jureriez que ce n'était pas juste un rêve. Le miroir cosmique. Revenons à ce moment, à regarder par la fenêtre, à dessiner, à être éveillé. Vous l'avez senti, l'attraction de quelque chose de vaste. La mentalité multidimensionnelle dit que cette attraction est réelle. Chaque esprit que vous avez croisé, chaque étincelle que vous avez allumée est liée à une toile que nous ne pouvons pas entièrement saisir. Voici le rebondissement. Nous ne sommes pas séparés de cette toile, nous en sommes des fils. Nos pensées, nos questions, nos sauts ne reflètent pas seulement la réalité. Ils pourraient la plier. L'univers nous regarde en retour, un miroir de visage infini. Et peut-être, juste peut-être, nous nous regardons nous-mêmes. Ce n'est pas de la science établie. C'est une frontière, une lisière sauvage où la théorie rencontre l'émerveillement. Nous n'avons pas toutes les réponses. Peut-être que nous ne les aurons jamais. Mais l'étrangeté est le but. La mentalité multidimensionnelle ne promet pas la clarté. Elle offre des possibilités, une chance de voir au-delà des lignes que nous avons tracées. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce changement, cette rupture avec l'ordinaire, ne reculez pas. Penchez-vous. Demandez « Qu'y-t-il là dehors? Qu'y-t-il ici dedans ?» Les réponses pourraient être plus étranges que vous ne le pensez et plus proches que vous ne l'imaginez. À l'ère numérique, cette étrangeté s'en mêle. Nos écrans promettent la connexion, mais ils nous enchaînent à des défilements sans fin, noyant les sauts sauvages de l'esprit dans un flot de bruit. Et si les outils censés nous libérer étaient les nouvelles frontières? Les algorithmes nous nourrissent d'échos de nos propres pensées, nous piégeant dans une boucle que nous ne pouvons pas voir. La mentalité multidimensionnelle se bat pour percer. Pourtant, plus nous nous branchons, plus il devient difficile de se débrancher de la machine. Mais si la clé se trouvait à l'intérieur, prenez du recul, débranchez-vous, et puisez dans la source brute et sans entrave, où votre esprit a d'abord jailli, plus près de l'infini que n'importe quel circuit ne peut atteindre. Merci d'avoir exploré l'esprit surréaliste avec moi. Veuillez vous abonner et aimer la vidéo. À la prochaine fois, on se voit dans la prochaine dimension.